Bonjour à tous et à toutes, nous sommes au mois de décembre 2022. Ça fait un certain temps que je n'ai pas fait de vidéo. Je devais en faire, je cours partout, le temps me manque, c'est terrible. Et pourtant, j'ai fait en sorte de ne plus être salarié, mais malgré ça, je manque encore de temps, c'est dingue. Alors aujourd'hui, j'ai de la chance, c'est que cette nuit sur Vichy, il a fait -7. Là, on doit pas être loin de 0 dehors. C'est pas forcément très agréable pour travailler en extérieur par cette température-là. Donc je me suis dit que j'allais en profiter pour faire de l'administratif et en même temps faire cette vidéo pour vous donner des nouvelles de l'avancée du projet. Et il y a beaucoup d'informations depuis la dernière fois. 1 an et demi, 1 an et demi pour la révision de la carte communale permettant notre implantation sur la commune de Coutances-Ouze. Il a fallu réviser les terrains afin de les rendre constructibles à but économique pour qu'on puisse faire notre projet dessus. 1 an et demi, c'est un truc de dingue. Jamais j'aurais pensé que ça aurait duré aussi longtemps. Le 17 décembre 2021, la Chambre d'agriculture a donné son avis favorable au projet. Le 1er février 2022, la communauté de communes de Saint-Pourçain Sioule-Limagne a donné son avis favorable au projet. Le 10 mars 2022, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a donné son avis favorable au projet. Le 19 avril 2022, par arrêté Madame la préfète de l'Allier, accorde l'usage de 3,8 hectares pour le projet. Le 16 mai 2022, parce que c'est pas fini, ça serait trop marrant sinon, hein, c'est l'administration, c'est un truc de dingue. Le 16 mai 2022 a été déclenchée une enquête publique à la demande du président du tribunal de Clermont-Ferrand, qui s'est achevée le 15 juin 2022 avec un avis favorable. Les terrains ont été achetés le 18 octobre chez le notaire, donc on a signé l'acte avec la mairie et les voisins. En septembre, on a eu le retour définitif de Madame la préfète pour son feu vert final pour la révision de la carte communale. 1 an et demi. Et encore, on n'a pas encore déposé le permis d'aménager. On n'a pas encore commencé les travaux. 1 an et demi. Il faut être motivé. À côté de ça, je me suis dit, ok, la révision de la carte communale est faite. On a passé une grosse étape. On a perdu beaucoup de temps. Faut pas être pressé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le compte bancaire. Comme ça, on pourra faire les premiers achats de matériel pour pouvoir attaquer les travaux du camping. Et en parallèle, on pourra s'immatriculer pour avoir un numéro de SIRET qui nous permettra donc de signer les premiers partenariats et d'enclencher au fur et à mesure les étapes les unes après les autres. Donc je me dis, ok, ce qu'on va faire, c'est que pour le compte bancaire, je vais prendre une banque en ligne, ça reviendra beaucoup moins cher, donc j'ai cherché sur internet, j'ai comparé les différentes banques, etc. Et au final, j'ai retenu la filiale du Crédit Agricole. Je fais ma demande d'ouverture chez eux, et on me dit, lorsque je remplis le formulaire d'inscription, prenez votre pièce d'identité, prenez votre smartphone, et faites en photo votre pièce d'identité. Jusque-là, rien d'anormal, hein, c'est censé être la procédure pour l'ouverture du compte pro, donc en vérifiant votre identité. Mais impossible de leur envoyer une photocopie, un scan de votre pièce d'identité. Non, 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 il faut lancer l'application, et puis il y a une espèce de fonction où la caméra se lance, et on vous demande de prendre la carte d'identité, de la tourner de la gauche vers la droite, et ensuite du haut vers le bas. Je lance mon application sur le smartphone, qui reconnaît la carte d'identité, je tourne à gauche, je tourne à droite. Veuillez incliner la carte d'identité du haut vers le bas. Putain. J'incline du haut vers le bas. Non reconnu. Recommencer. Je recommence. Non reconnu. Recommencer. Putain, je me suis dit, mais c'est pas possible. J'incline du haut vers le bas. Non reconnu. Recommencer. Je dis, oh putain. Et là, j'incline super rapidement. Toujours pareil, non reconnu. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est une blague, quoi, ce truc-là. J'envoie un mail au service client en disant, écoutez, votre machin, là, ça marche pas, ça fait 50 fois que je suis en train de manipuler ce truc-là dans tous les sens, j'ai recommencé la procédure 3 fois et ça ne fonctionne toujours pas. Je peux pas vous envoyer cette foutue pièce d'identité avec une photocopie ou n'importe quoi, je vous l'envoie par mail. Un justificatif, je le fais certifier par la mairie si vous en avez besoin. Non, 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 il faut passer par l'application. Je recommence. Prenez la pièce d'identité en photo. Là, clac. Ok, retournez la pièce d'identité. Je retourne la pièce d'identité. Faites du haut vers le bas. Haut vers le bas. Ok, faites la gauche vers la droite. Non reconnu. Putain, c'est pas possible. Ça se trouve, c'est la lumière qui pose un problème. Je mets dans un autre sens. Gauche vers la droite. Non reconnu. À nouveau.
Et ça passe pas. Et là, je me suis dit, oh putain, et quand ça me gonflait. Et ça a duré des jours et des jours, ce truc-là. J'ai pas arrêté d'échanger des mails avec le service client. Et à un moment donné, je reçois un mail. Votre ouverture de compte professionnel est refusée. Je me suis dit, ouais, ok. Et là, tu te dis, bon, les banques en ligne, c'est bien gentil, mais peut-être qu'en allant à une banque de réseau, ça coûtera beaucoup plus cher, mais au moins, eux, ils vont pas se faire chier à te demander de tourner ta carte d'identité vers le haut, vers le bas, etc. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais essayer de prendre une autre banque en ligne, et j'ai regardé chez Conto. Conto, ouverture très rapide, je me suis dit, ok, génial, ça le fait. Juste à un moment donné, ils me disent, envoyez-nous vos statuts. Donc, je rédige mes statuts. Les statuts d'ailleurs, pour la petite anecdote, hein. L'entreprise dont je vous parlais, qui s'occupe de la comptabilité des entreprises, l'enseigne nationale, m'avait demandé plus de 1000 € pour la constitution des statuts. Je me suis dit, mais je ne vais pas payer 1000 € pour ça, même si c'est très important, hein, dans une entreprise, les statuts, il faut qu'ils soient carrés, il faut qu'ils soient corrects. Au final, je suis allé sur différents sites internet, donc de camping. Je me suis assuré qu'ils étaient dans le même statut que ce que je voulais faire, qu'ils étaient en SASU également. Et au final, je suis allé sur société.com, j'ai acheté les statuts, j'ai comparé les statuts avec différentes entreprises donc de camping. J'ai fait un mix du tout, j'ai vérifié que tout était bien correct, j'ai demandé conseil à gauche, à droite, j'ai établi mes propres statuts. Et au final, un comptable en ligne que j'ai retenu faisait l'identification, l'immatriculation gratuite de l'entreprise. Ça m'a économisé 1200, 1300 €, un truc comme ça. Non, 1008 même, je crois. Enfin, je sais plus exactement. C'est ce qui est certain, c'est au-delà des 1000 €. Ça m'a économisé un paquet d'argent. Donc, Conto me demande les statuts. Je rédige les statuts, je signe, je mets la date et je leur envoie. Ouverture refusée. Veuillez retirer la date. Ok. Je retire la date, je leur envoie les statuts. Accepté. Maintenant, vous pouvez transmettre le certificat de dépôt de vos fonds à l'expert comptable pour qu'il puisse procéder à l'immatriculation. J'envoie à l'expert comptable qui transmet donc à son service pour l'immatriculation de ma SASU. Je reçois un retour refusé par le greffe parce que vous n'avez pas mis de date. Je dis, mais oh, c'est la banque qui m'a dit de ne pas mettre de date. Je ne mets pas de date et là, il vous en faut une. Bah oui, donc je remets à nouveau une date sur les statuts, je leur renvoie, ça repart. Alors là, les jours passent, hein, les semaines passent, parce qu'à chaque fois, il y a des retours. Je leur renvoie, ils y envoient à nouveau au greffe. Le greffe me demande 3 € de mise à jour, de modification, parce que il faut qu'il reprocède à l'enregistrement. Et là, retour à nouveau, refusé, votre pièce d'identité ne passe pas. Je me suis dit, mais c'est une blague. Ma pièce d'identité ne passe pas. Je vérifie ma pièce d'identité. La date est bonne, la validation est bonne, il n'y a rien d'anormal. Je recontacte par mail le service client du comptable et je dis mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui, mais le greffe nous dit que ça bloque sur leur logiciel comme si votre pièce d'identité avait été volée ou qu'il y a un souci. Mais je dis mais non, ça n'a pas été volé. J'ai pas fait de déclaration de perte ou de vol pour ma pièce d'identité et elle est toujours valide. Oui, c'est ce qu'on leur a dit, mais il faut un autre justificatif. Du coup, j'étais obligé d'attendre de revenir pour choper mon livret de famille, le scanner, tout renvoyer pour qu'ils puissent procéder à l'immatriculation. Entre la banque, l'expert comptable, le greffe du tribunal qui en tient une couche également, 1 mois et demi, un truc comme ça, peut-être un peu plus même. Le 12 décembre 2022, j'ai reçu le SIRET de l'entreprise, la SASU Camping La Ressource est officiellement créée, et donc on peut passer aux choses sérieuses. La plupart des architectes que j'ai contactés, m'ayant donné une fin de non-recevoir, n'étant pas intéressés par un partenariat, n'étant pas intéressés d'afficher leur image sur ce type de projet low-tech, j'ai dû réaliser une vidéo des parcelles pour pouvoir l'envoyer à des architectes hors département, hors région, et leur montrer le projet tel que je l'imaginais. Alors lorsque j'ai fait cette vidéo, l'entreprise n'avait pas encore été créée, je n'avais pas encore acheté les terrains ont été acquis au mois d'octobre 2022, donc c'est tout récent, il y a à peine 2 mois. Je dispose donc d'à peu près 28 000 m² de terrain qui sont désormais constructible à but économique. Nous avons rencontré les services de l'urbanisme qui nous a expliqué qu'il fallait déposer un permis d'aménager. Le permis d'aménager, c'est un truc qui est épais comme ça, une 40aine de pages. Quand j'ai eu ça, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce machin? Je leur ai demandé de m'expliquer comment faire pour remplir, quels éléments remplir, quels éléments ne pas remplir. Et le petit couperet à la fin, c'était, ici, vous signez, mais vous n'avez pas le droit de signer. C'est à un architecte de le faire, ou à un paysagiste, ou à un architecte paysagiste. Et là, je me dis,
Ok, alors déjà que le projet va coûter bonbon, déjà que les banques ne veulent pas suivre, et ça je vais revenir dessus, déjà que je n'ai aucune subvention publique, maintenant il faut que je paye un architecte en plus pour faire ce foutu permis d'aménager, mais c'est du délire quoi. Après avoir contacté des écoles d'architecture pour leur demander si ça les intéressait, j'ai eu un avis négatif pour toutes les écoles contactées, et j'ai eu un contact en Alsace avec qui j'ai échangé par téléphone à plusieurs reprises, et qui m'a dit, écoutez monsieur Salvan, votre projet, le partenariat sponsoring que vous proposez dans ce cadre-là, ça m'intéresse. Ah, alors là j'étais tout content, je me suis dit, oh yes, enfin. J'en parlerai un peu plus tard, parce que je pense que ça fera l'objet d'une vidéo à part entière. Se déplace le 13 janvier, vient en Auvergne, il va rencontrer les différents acteurs, visiter les terrains, je vais lui exposer la vision du projet directement sur place, un différent bâtiment que je souhaiterais pouvoir construire. Alors la dernière vidéo que j'avais fait officiellement, c'était pour vous informer que le conseil municipal avait accepté de recevoir le projet, avait accepté donc de me vendre des parcelles, un certain nombre de parcelles sur la commune, pour un total d'à peu près, je crois que c'était 25 000 m² de terrain. Sauf que c'est des parcelles qui étaient un peu disparates, et pour un projet comme celui-là, il faut que ce soit uniforme. On ne peut pas se permettre d'avoir 50 portails. Et donc il a fallu contacter les voisins et savoir qui accepterait parmi ces voisins de céder une partie de leur terrain ou d'accorder des droits de passage quand c'est nécessaire pour qu'on puisse avoir une uniformité du projet. Avoir une seule et unique clôture, un seul portail d'entrée, pour des raisons de sécurité, pour éviter que d'autres personnes puissent entrer sur le camping sans autorisation. Ça a été un long parcours qui a été positif dans l'ensemble. Il n'y a qu'un seul propriétaire qui a donné une fin de non-recevoir pour l'instant pour une des parcelles, et un autre qui est en stand-by. Mais la cohérence géographique, dans sa globalité, on l'a. D'ailleurs, je remercie tous ces voisins qui vont se reconnaître. Merci à vous, puisque par la vente de vos parcelles, ou la subdivision de vos parcelles, ou par les droits de passage que vous m'avez accordés, le projet est réalisable. Le 12 décembre 2022, j'ai reçu donc le SIRET, le CABIS, la SASU est immatriculée. Je peux officiellement signer les contrats de partenariat qui sont en cours de négociation, et les futurs. D'ailleurs, s'il y a des entreprises qui regardent cette vidéo, des entrepreneurs qui souhaiteraient s'associer au projet, associer leur image à un projet vert, un projet qui va permettre d'expliquer comment faire pour rendre leur foyer autonome dans toutes les composantes, électricité, réception des eaux de pluie, potabilisation, production de votre propre nourriture, gestion de vos déchets, etc. etc. Si vous souhaitez vous associer à ce projet-là, nous permettre d'avancer, nous permettre de progresser, nous permettre de grandir plus facilement, si vous souhaitez, tant qu'à faire, en même temps, bénéficier d'une petite publicité pour votre entreprise, apparaître comme notre partenaire officiel, si vous pouvez nous réaliser certaines tranches de travaux, si vous pouvez apporter des démonstrateurs sur le camping, un démonstrateur thermique, un démonstrateur sous forme de panneaux solaires, photovoltaïques, des éoliennes, des systèmes de filtration, potabilisation des eaux de pluie, si vous avez des fours solaires, si vous construisez des bâtiments, si vous avez des systèmes de construction pour les bâtiments qui seraient écologiques, qui seraient novateurs, et vous souhaiteriez mettre en avant, on a 28 000 m² de terrain. On peut vous fournir gratuitement un emplacement, des emplacements, ça dépendra, il faudra qu'on en discute, gratuitement, ce qui fait qu'en fait vous serez dans la même logique qu'un salon thématique, sauf que là on ne va pas vous faire payer. Vous aurez juste à mettre à disposition le ou les produits, avec évidemment la PLV, les affiches, etc. Nous, alors il faudra les rendre fonctionnels, contrairement à un salon où on voit juste votre produit et dans certains cas on les voit fonctionner. Ici il faut véritablement que ce soit fonctionnel. Même si c'est un logement, il faut que le logement soit fonctionnel, qu'on puisse s'y habituer. Si c'est un panneau solaire thermique ou un système de chauffage d'eau, il faut qu'il soit rendu opérationnel. Non seulement pour que les clients voient comment ça fonctionne, qu'il soit utilisé sur place, et ça puisse être bénéfique à tout le monde. Et donc vous aurez accès à un vivier de potentiels prospects. Alors sachant qu'on rappelle la philosophie du projet, c'est-à-dire que tous les clients qui vont venir sur le camping, ils vont venir déjà pour pouvoir se reposer. Ça c'est la base. Ensuite, au-delà même du repos, s'ils veulent apprendre à réaliser un ou des systèmes pour rendre leur foyer autonome ou tendre vers l'autonomie, l'accès à cette connaissance sera disponible sur place. Ensuite, on pourra proposer des animations supplémentaires pour rendre plus vivant cette transmission de la connaissance. Il pourrait y avoir des interventions extérieures. Si jamais vous faites des prestations de services, si vous êtes animateur, ou même si vous êtes commercial d'une entreprise et que vous souhaiteriez en même temps vous faire une petite publicité, mais surtout apporter de la connaissance au public, de la connaissance technique, n'hésitez pas à venir. C'est le but, c'est la transmission de la connaissance. Imaginez-vous que vous êtes simplement sur un camping, vous êtes là pour vous détendre, vous êtes là pour vous amuser, mais tant qu'à faire, si vous pouvez avoir accès à la connaissance, eh ben c'est le but. Recherche de partenaires, recherche de sponsors qui vont nous permettre donc de réaliser ce projet. Au départ,
Dans la précédente vidéo, j'avais expliqué que le programme FEDER pouvait nous apporter 20% de subventions. Le programme FEDER, c'est un programme européen qui permet d'aider certains types de structures. Le programme FEDER nous a informé qu'il a été arrêté au mois d'avril 2022 et que par conséquent, c'était mort pour nous. Je me suis dit, ok, on a 20% de financement en moins, il nous reste la région, qui peut également nous subventionner à hauteur de 20%, et là, c'était également une douche froide. C'est-à-dire qu'on m'a expliqué que malgré l'étude de marché que j'avais réalisée, si je voulais faire appel à la région, il fallait qu'on refasse faire une étude de marché via un de leurs cabinets ou partenaires ou une entreprise partenaire de la région. Il fallait que je paye en plus de ma poche un montant de 1000-1500 euros pour refaire faire ce que j'ai déjà fait, parce que c'est comme ça. Là, je me suis dit, attends, on va arrêter les conneries, chaque euro compte, on ne va pas du tout refaire une deuxième étude de marché derrière. Mais bon, bref, supposons que j'aurais accepté. Ensuite, ça passe en commission, ils vont étudier si oui ou non ils acceptent de subventionner le projet, et s'ils acceptent de subventionner le projet, et c'est là que ça devient intéressant, ils ne le feraient que si on a des étoiles. Les étoiles qui sont attribuées par un organisme qui s'appelle Atout France, et qui va venir sur place, et qui va regarder en fonction d'un certain nombre de critères, si vous avez le droit à 1 étoile, à 2 étoiles, 3 étoiles, etc. Mais si vous avez 0 étoile, là dans notre cas à nous, j'ai le droit à 0 subvention. Et si jamais la région me subventionne à hauteur de 20% des dépenses, mais que je n'obtiens pas d'étoiles derrière, je suis obligé de rembourser. C'est ce qu'ils m'ont expliqué. Et là, je me suis dit, attends, on va arrêter là, ok, stop. Donc l'Europe, niet, la région, niet, étoiles, non plus, parce que je regardais les critères, les 400 critères Atout France, enfin quand je dis les 400, c'est un espèce de bloc qu'on balance comme ça, où il y a pétoirade de critères. Une bonne partie ne correspondent pas du tout à un projet véritablement écologique. On voit que c'est quelque chose qui est fait pour le secteur, quoi. C'est du genre, on est dans le milieu, c'est notre milieu à nous, hein, on est dans le milieu du camping, c'est chasse protégée, il y a un petit nouveau qui veut venir s'installer, et ben mon petit coco, va falloir respecter tous les critères que nous, on a eu largement le temps de financer, subventionner auparavant ces dernières années. Voilà, c'est carrément dissuasif, c'est en gros un peu comme dans certains villages, où quand vous avez un nouvel habitant qui vient, il est mal vu, il est mal perçu, c'est l'impression que ça m'en a donné. Cette impression a été renforcée lorsque je suis allé au salon 7 à Montpellier. Je vais dans des salons comme le 7 Polytech, etc., de manière à pouvoir repérer des entreprises qui ont des systèmes et solutions intéressants, qui pourraient intéresser la future clientèle pour leur domicile, pour leurs travaux, etc. Au salon 7, j'ai discuté avec différents acteurs présents sur place, et j'ai pleinement eu conscience, c'est un truc de fou, que j'étais un étranger. Et quand je présentais le projet en disant, voilà, je suis en train de créer un camping de zéro, on me dit, mais vous le rachetez? Non, je ne rachète pas, je crée. Non, mais vous rachetez et vous créez votre structure. Non, mais je rachète rien, je crée de zéro. Il n'y a rien, le terrain il est vierge, il y a des fougères, quoi. Je veux dire, il y a des arbres et tout ça, et pour l'instant, il y a juste des lapins. Et donc, je fais tout de zéro. Et là, on vous regarde avec des gros yeux. Vous créez un camping? Ouais. Et en fait, ça rejoint les échanges que j'avais eus avec la chambre de commerce, qui m'avait expliqué qu'il n'y avait pas eu de création de camping depuis 20 ans. D'accord. Ça rejoint également les propos de la FNHPA qui m'expliquait qu'il n'y avait pas eu de création sur leur secteur depuis 30 ans. Ok. Ça rejoint un peu les propos du BGE qui m'expliquait qu'ils ne peuvent pas m'aider, ne peuvent pas m'assister, puisque c'est un projet qui est trop gros, trop avancé pour eux, et qui serait plus là pour aider une petite entreprise qui veut monter son salon de coiffure, un petit gars qui veut monter sa petite entreprise locale. Mais un truc comme ça, c'est trop gros, c'est trop. Voilà. Donc ils ne peuvent pas m'aider. D'accord. J'ai essayé de contacter des incubateurs. Alors il y en a qui doivent être bien, j'en doute pas. Il y en a qui doivent être vraiment très bien. Mais là, les contacts que j'ai eus, les rendez-vous que j'ai eus, je me suis fait chier. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Chaque heure est importante pour moi. Le temps est précieux. Et là, en fait, on vous explique. Comment dire? Je ne sais pas si certains ont déjà eu affaire au cours au lycée, ce qu'on appelait à l'époque la STT. La STT, on vous expliquait comment utiliser un ordinateur, déplacer la souris, appuyer sur le clavier. Et là, vous dites, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Et bien là, c'est exactement pareil. Donc, accompagnement zéro, financement zéro. Les banques, les banques, les banques. Je suis allé voir différentes banques. Les banques de réseau, dans un premier temps. Les banques de réseau m'ont expliqué qu'il leur fallait donc un prévisionnel pour le faire. Ok. Le prévisionnel, on m'a orienté vers une structure qui permet de financer des prévisionnels gratuitement pour les porteurs de projets. Jusque-là, très bien. J'en avais évoqué rapidement le passage dans une précédente vidéo où en fait vous inscrivez sur ce site-là, il y a une liste d'experts comptables que vous pouvez contacter, les 3 premiers rendez-vous sont gratuits, on vous fait un prévisionnel gratuitement pour vous aider à vous lancer. Sur le principe, c'est génial.
Vous inscrivez, vous contactez un premier cabinet, vous n'avez pas de nouvelles, vous relancez une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, les semaines passent, le temps passe, le temps est précieux et vous n'avez aucun retour. Vous choisissez un deuxième cabinet, on fait le même coup. Vous choisissez un troisième cabinet, on vous dit ouais d'accord, pas de souci, je m'en occupe, et puis on est obligé de relancer une fois, deux fois, trois fois. C'est chaud. Là, je suis allé donc à un club d'affaires dernièrement et j'ai rencontré une entreprise qui fait donc de la gestion d'entreprise, de la comptabilité. Je ne vais pas la nommer, mais c'est une enseigne qui est nationale. Je me suis dit que tant qu'à faire, s'il fallait compter sur la gratuité et que la gratuité ne me permettait pas d'avoir un document rapidement, qui soit sérieux, et je paierais mon prévisionnel pour pouvoir ensuite aller voir les banques. Je paye mon prévisionnel, je fournis tous les éléments pour qu'elle puisse l'établir. Et moi, je suis quelqu'un de très prudent, très prudent, peut-être un peu trop. Et donc, je lui donne les chiffres les plus bas que j'envisage sur la première année, sur la deuxième année, la troisième année, etc. Et donc, cette entreprise m'explique que les chiffres sont trop bas pour eux et qu'ils vont les revoir pour faire mon prévisionnel. Ok, d'accord. Le prévisionnel est constitué, on me le fournit, les chiffres sont très intéressants, ça semble fonctionner, première année, deuxième année, troisième année, c'est rentable. Impossible de savoir quelles ont été les données qu'ils ont modifiées. Ce qui fait qu'en fait, j'ai un truc qui est sous les yeux, je ne sais pas sur quoi c'est basé, c'est un truc de malade, Bref, j'ai mon document, je repars voir les différentes banques, et j'ai des refus de partout. Monsieur, est-ce qu'il y a une antériorité à votre projet ? Bah non, c'est nouveau, c'est un nouveau projet, c'est innovant quoi. Ah oui, mais vous comprenez, s'il n'y a pas d'antériorité, nous, on ne peut pas vérifier la rentabilité du projet. Ok. Et donc, pour nous, c'est risqué. Vous ne me suivrez pas, donc non. Ok. On va voir le deuxième, le troisième, quatrième, c'est pareil. Et puis, sur certaines, on vous explique même que comme le camping est classé dans l'hôtellerie, suite à la crise Covid, ils ont eu des directives de ne plus financer de nouveaux projets dans l'hôtellerie. Et là, vous dites, ok, c'est super, c'est génial. Alors, vous vous dites, c'est pas grave, je vais contacter les banques, entre guillemets, spécialisées sur les projets verts, la NAF et les compagnies. Fin de non-recevoir. Ouah. Et là, je me dis, bon, on va avoir un petit souci. On va avoir un gros souci même. C'est-à-dire que je peux pas faire d'emprunt, j'ai zéro banque qui suivent, j'ai zéro subvention publique qui vont arriver, j'ai zéro soutien. C'est génial. Qu'est-ce que je fais? Je vois tous péter et j'arrête le projet, ou on garde la tête froide et on essaie de faire avec l'adversité. Alors, je suis pas millionnaire, je suis pas un fonds de pension, je suis pas un grand groupe, j'ai un projet que je veux créer qui coûte à terme 1 million d'euros, mais un projet qu'on peut rabaisser avec les structures minimales aux alentours des 250 000 euros. 250 000 euros, c'est le prix d'un appartement dans certaines grandes villes. 250 000 euros, c'est le prix de 4 ou 5 maisons, c'est énorme. Et quand on a été durant toute sa vie quasiment au SMIC ou pas loin, excepté les dernières années où je ne vais pas cracher dans la soupe en tant que commercial dans le bâtiment pour une filiale française, j'ai bien mis de côté ce qu'il fallait pour le projet. Mais quand dans la majorité de votre vie vous avez été au SMIC ou pas loin et que vous avez 250 000 euros à sortir, sans aide, sans subvention, sans rien du tout, ça apparaît un peu comme un mur qui est en face de vous et sur lequel vous arrivez en pleine vitesse en voiture et vous arrivez à vous stopper juste avant. Et là vous dites, je fais quoi ? Je recule, je fais demi-tour, je m'en vais. J'essaie de trouver un petit chemin qui contourne ce mur-là, mais je ne sais même pas où est-ce qu'il est, donc on va perdre énormément de temps et puis on va essayer de faire avec. Ou vous décidez de sortir de la voiture et essayer de passer par-dessus le mur. Bon. Là, ici, je me suis dit, 250 000 euros. Moi, en ce qui me concerne, j'ai à peu près 40 000 d'apport, 40 ans. Ce qui veut dire que c'est toute ma vie qu'il y a derrière. 40 000, ça peut prêter à sourire pour certains qui gagnent bien leur vie. Pour d'autres, ça peut être énorme. Pour des gens qui ne peuvent pas forcément mettre d'argent de côté tous les mois et qui souvent à la fin du mois sont en déficit. Donc sur 250 000, j'en ai que 40. Donc il me manque à peu près 210. On va dire un peu plus, parce que les travaux, il y a toujours des dépassements de coûts. Là en ce moment, il y a toutes les matières premières qui flambent, enfin c'est du délire. C'est déjà le cas en fin d'année, les prix continuent d'augmenter. Ça rend pertinent également le projet, son contenu est pertinent, puisqu'il s'agit d'autonomie. Mais comme dans tout, on se rend compte que tout projet d'autonomie a quand même un coût. On ne peut pas faire ça comme ça en claquant des doigts du jour au lendemain. Ça laisse rêveur, ça donne très envie, mais on se rend compte que ce sont des investissements. Et là, pour un camping thématique sur l'autonomie, dans lequel on va mettre en avant des systèmes et solutions, hormis si les systèmes et solutions, ce sont des entreprises qui nous disent, écoutez, nous, on vous les fournit dans le cadre d'un partenariat sponsoring pour que vous puissiez les montrer à votre clientèle qui sera d'ailleurs pour eux un vivier de prospects. Hormis donc ces systèmes qu'on nous fournirait, qui seraient en moins à acheter, et donc qui réduirait le budget nécessaire, il n'y a pas 36 solutions. C'est-à-dire trouver des partenaires pour pouvoir pallier ce manque de fonds. Ça, c'est la première piste.
La deuxième piste, c'est que les 40 000, on va faire en sorte d'être un véritable pixouman, c'est-à-dire que chaque euro sera judicieusement investi. Si dans 2 magasins, il y a une planche qui est à 50 centimes moins chère à gauche que celui qui est à droite, et que le coût d'essence pour aller récupérer cette planche-là ne fait pas exploser le prix par rapport au cas de droite, eh ben, on préférera là où c'est moins cher. On dit souvent que le bon marché coûte cher, mais dans certains cas, on n'a pas forcément le choix, et il vaut mieux commencer petit et bien, plutôt qu'essayer de vouloir faire trop grand tout de suite et se planter. Donc je vais ouvrir les infrastructures minimales, je ferai la plupart des travaux moi-même, et si jamais il y a des partenaires qui s'agrègent au projet, et là ça commence à arriver, et d'ailleurs je remercie ces futurs partenaires de m'avoir fait confiance, parce que c'est également très intéressant de voir la situation. Je vais vous parler vite fait côté des partenaires. Qu'est-ce qui coûte le plus cher dans le projet? C'est la filière de traitement, c'est tout ce qui va être clôture, pour la sécurité donc du site, et ça va être surtout les logements, la construction des logements. Soit vous achetez un logement tout prêt, ça vous coûte entre 20 et 50 000 euros, soit vous le faites vous-même. Pour le faire soi-même, il faut donc les matériaux, il faut les outils, etc. Moi, au niveau des outils, je suis équipé, il n'y a pas de souci. Il ne reste plus que l'apport des matériaux. Mais si jamais vous trouvez un partenaire qui vous dit, bah, écoutez, moi je fabrique des tiny houses, moi je fabrique des logements atypiques, moi je fabrique non pas des logements, mais des blocs constructifs ou des systèmes constructifs qui permettent de faire ces logements-là, et que ces entreprises sont intéressées par un partenariat avec ce futur camping, et nous fournissent les éléments pour faire un démonstrateur, ça réduirait la facture, comme j'ai dit. Et donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je contacte plusieurs de ces entreprises que je trouve sur Internet, ou d'autres que je rencontre sur des salons, et je leur propose donc des partenariats. La plupart des retours sont très intéressants, parce qu'en gros, que ce soit aussi bien sur des logements, que sur des systèmes photovoltaïques, que sur des systèmes innovants, des systèmes de production d'eau chaude, etc., le même schéma se représente. C'est-à-dire que les grands groupes ont les moyens de faire un démonstrateur, mais n'ont pas intérêt, financièrement, à dépenser 10 000, 15 000, 20 000 pour apporter un démonstrateur sur ce projet. Ils n'ont pas d'intérêt à se faire de la publicité de cette manière-là, puisque finalement, ils ont une envergure telle qu'ils ont un an et demi d'occupation d'usine, chantier, de commandes devant eux, et donc ils n'ont pas forcément besoin. A contrario, les petites structures, les structures familiales, les petites entreprises qui viennent de se lancer, qui fabriquent des petits logements, qui essaient de vendre à gauche et à droite, sont particulièrement demandeuses de ce genre de publicité. Mais par contre, contrairement aux grosses, elles n'ont pas forcément les moyens de se permettre de financer, de fabriquer, même sur un budget marketing publicitaire, de fournir à une structure comme la mienne, comme le camping La Ressource, un démonstrateur. Et donc on est entre deux eaux, entre ceux qui ont les moyens, mais qui n'ont pas forcément intérêt à faire de la pub, et donc qui n'ont pas forcément la volonté d'avoir des démonstrateurs, et ceux qui sont tout à fait partants pour le faire, mais qui n'ont pas les moyens. Et qui se retrouvent un peu comme dans ma situation. Ils seraient tout à fait enclins à devenir partenaires, avec une petite remise, mais il faudrait qu'on achète leur création. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué en ce moment, on est au début, et comme partout, une fois que vous avez les premiers partenaires qui arrivent, les autres viennent, plus facilement du moins. Une fois que vous avez la publicité qui est faite, une fois que vous avez la presse qui se met dedans, on se dit « Ah, il y a un affichage, finalement on va peut-être être intéressé ». Mais pour l'instant, on en est à la création, on a encore juste les terrains, on n'a pas d'articles de presse de constituer, on n'a pas encore de vidéos, on n'a pas encore les journaux télévisés qui sont venus, on n'a pas encore la presse écrite qui est venue, on a un article de temps en temps qui est pondu sur le projet, à gauche, à droite, on en parle vite fait sur quelques mots, mais tant qu'il n'y a pas encore cette exposition médiatique, je pense que ça freine encore de nombreux partenaires potentiels. Alors aujourd'hui, en termes de partenaires, voilà comment ça va se passer. Donc on est en décembre. Au mois de janvier, on a notre premier potentiel, parce que c'est pas encore sûr. Tant que c'est pas signé, moi je suis comme Saint Thomas, je reste prudent. J'y crois pas. En janvier, on a notre potentiel premier partenaire qui va venir sur le domaine de l'architecture pour nous réaliser les permis d'aménager, les permis de construire afférents, pour qu'on puisse avoir le feu vert de l'urbanisme pour commencer les travaux. On aura un deuxième partenaire pour le site internet. Le site internet qui sera vitrine, qui sera site commercial, de réservation des emplacements et boutique en ligne. Ça, on en parlera également plus tard. On va avoir un autre partenaire encore, aussi important, qui lui pourrait nous réaliser notre bâtiment d'accueil. Pour l'instant, ce sont uniquement des accords oraux, il n'y a rien encore de signé encore une fois. Mais là, ça va être très très important, parce que si ça se fait, cette entreprise-là, comme la nôtre, on sera mutuellement gagnant, mais ça j'en parlerai plus tard, puisque il y a à la clé des systèmes constructifs innovants qui pourront être mis en avant, et là je pense que ça pourrait intéresser beaucoup de personnes. Et donc je suis honoré déjà qu'il y ait eu un intérêt de cet entrepreneur pour pouvoir faire notre accueil et y exposer son futur système constructif. Ça on en parlera plus tard. Alors comment ça va se goupiller maintenant au niveau des vidéos? On va faire une vidéo
pour chacun des partenaires. À chaque fois qu'un partenaire va se manifester, donc on va l'interviewer, il va nous exposer son CV, qu'est-ce qu'il a fait avant, qu'est-ce que fait son entreprise, quelle est sa zone de chalandise, sa zone d'intervention, pourquoi est-ce qu'il a accepté de soutenir le camping La Ressource, une petite vidéo de mise en avant de chacun des partenaires et des futurs partenaires qui arriveront au fur et à mesure. En termes de timing, comment ça se passait? Donc là, on est en décembre 2022. Janvier, on va voir donc un architecte qui va venir. Si tout se passe bien, je pense que fin janvier, début février, on pourrait signer ce contrat de partenariat avec cet architecte. J'ai bon espoir qu'on puisse déposer un permis d'aménager dans la première moitié de l'année 2023 et qu'on puisse commencer les travaux à la rentrée 2023. Ça, c'est dans l'idéal, parce qu'il y a toujours des changements de dernière minute, etc. À partir de septembre 2023, je pense que quand on va pouvoir commencer les travaux, l'idée, c'est qu'on va faire un chantier ouvert, mais c'est pas encore certain, parce qu'il y a des problématiques d'assurance, il y a tout un certain nombre de critères qui rentrent en jeu. L'idée, c'est de permettre, idéalement, que monsieur tout le monde, vous puissiez venir sur place si vous le souhaitez, pour voir comment est-ce qu'on fait chacune des constructions, pour suivre l'étape, l'évolution, et si vous le souhaitez, nous apporter un petit coup de main. Pourquoi pas faire des chantiers participatifs? Je reste pas fermé sur l'idée, on verra ça plus tard. Alors, comme les budgets vont être très serrés, que chaque euro va compter, il faut en faire en sorte que les charges soient au minimum possible. Pour ce faire, dans la comptabilité de l'entreprise, j'ai choisi un comptable en ligne. La différence est moitié moins chère par rapport à un comptable physique. Alors on peut dire oui, mais tout ce qui est en ligne, c'est du qualitatif en moins, etc., etc. Bon, alors attendez, on va faire une petite parenthèse. Je suis dans une banque en ligne pour mon compte perso depuis plusieurs années. Pour moi, c'était le jour et la nuit par rapport aux banques de réseau. Les économies sont substantielles, et en plus de ça, je ne ressens pas de perte de qualité. Et lorsque j'ai quelques problèmes, je les appelle, je n'ai aucun souci. Donc je me suis dit que si ça fonctionne pour les banques en ligne, ça peut fonctionner pour autre chose. Surtout vu le nombre de prestataires, s'il y a autant de prestataires, c'est que il y a de la clientèle, il y a de la demande. Donc banque en ligne également pour le compte pro, comptable en ligne pour la comptabilité. Là, c'est quasiment tout ouvert. En plus de ça, on est en fin d'année, donc il y a des promotions, donc ça permet de faire quelques économies dessus. Concernant les assurances, j'ai commencé à démarcher à gauche, à droite pour savoir qui pouvait assurer le camping. J'ai reçu un formulaire de malade où on me demandait des éléments à gauche, à droite, en fait des trucs, je comprenais rien du tout, c'était un truc de fou. Donc je pense qu'on verra ça plus tard. Ensuite, bon à savoir, au Salon 7, j'ai rencontré une entreprise, que je salue d'ailleurs au passage, spécialisée dans tous les systèmes de sécurité incendie. Je passe devant le stand, je regarde ça de manière curieuse, et puis il m'interpelle, il me dit voilà, alors qu'est-ce que vous faites? Alors je lui explique que je suis en train de monter un camping, et il me dit ah c'est intéressant. Et au cours de la conversation, il m'explique que donc il y a un certain nombre d'éléments à respecter pour la sécurité incendie, et que pour ce faire, il faudrait que je me rapproche des sapeurs-pompiers pour savoir idéalement qu'est-ce qu'il faut que je déploie, où, comment, etc. Alors ça c'était mémorable, parce que déjà pour les contacter et avoir le bon interlocuteur, c'est pas chose facile. J'ai donc appelé le responsable des pompiers sur Belnave, il m'a expliqué que c'était pas lui qui s'en occupait, que c'était un officier chargé de la prévention, qu'il allait lui communiquer mon numéro de téléphone. Je n'ai jamais reçu d'appel, je l'ai relancé, je n'ai toujours pas reçu d'appel. J'ai contacté le SDIS pour savoir qui pouvait s'en occuper ou si cet officier pouvait entrer en contact avec moi. Je n'ai toujours pas de retour, je les ai contactés 2 fois, c'est génial. Donc au niveau de la sécurité incendie, je croise les doigts pour que l'architecte puisse faire le nécessaire dans son permis d'aménager et sache ce qu'il faut déployer. Parce que si on doit compter sur des personnes qui ne répondent pas 1 fois, 2 fois, 3 fois au téléphone, moi ça m'exaspère ce genre de choses. L'absence de communication ou le défaut de communication, pour moi, c'est un sérieux problème. Donc voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc permettez-moi de vous souhaiter de très bonnes fêtes, un joyeux Noël, soyez prudents. On va avoir une année 2023 qui va être difficile, je pense qu'il faut se préparer. Donc profitez bien de vos proches et on se dit à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos sur l'actualité de ce gros projet, ce beau projet, qui j'espère plaira à beaucoup. Merci.